sur un bateau nommé le Nil que commence aujourd'hui notre histoire. On accompagne la famille Al-Atrash dans son déplacement sur les flots, sur un navire qui tente de rejoindre Beyrouth en partant de Grèce. Le navire est confronté à une tempête. Le navire tangue violemment et frôle le naufrage. C'est à ce moment précis, dans ces conditions-là, que la mère de famille Alia donne naissance à la petite Amel, l'espoir de la famille. Nous sommes en novembre 1917. Fadel le père, qui est un dirigeant druze, décède subitement quelques années plus tard, en 1924, et contraint la famille, qui est confrontée aux révolutions liées au déclin de l'Empire ottoman, à s'exiler et à partir en Égypte. La mère porte ses 3 enfants sur les épaules, Fouad, Farid et Amel. Elle s'installe en Égypte, et pour faire passer la peine, la mélancolie, le drame qui sommeille en eux, elle qui est musicienne de formation, les initie à cet art. Elle va les faire apprendre l'instrument traditionnel qui est le oud, elle va les initier au chant également, et c'est à cette dernière, à cet art que vont exceller les 2 cadets, Farid et Amel. Ils ne vont cesser de chanter, ils vont vraiment, ce sont des virtuoses en chant. Farid notamment va être le très célèbre, quelques années plus tard, le très célèbre et très reconnu Farid El-Atrash, voilà, très connu dans le monde arabe comme célèbre interprète, pour avoir cette certaine mélancolie dans la voix. Il est cet interprète de la peine en fait, qu'il maîtrise avec une grande dextérité. C'est parce que ça fait partie de son être. Il sait chanter pour noyer sa peine, et ça c'est sa mère qui le lui a appris. Donc il peut remercier sa maman pour cela. À cette époque-là, ils sont encore enfants, et le compositeur qui a ouï dire des talents de ces 2 enfants, le compositeur Mohamed El-Gasbi, se rend à leur domicile pour entendre chanter Farid, et il va entendre chantonner sa sœur Amel dans la chambre. Donc il va lui demander de venir et de faire une prestation devant lui. Et là, ça va être un coup de foudre artistique, mais instantané, parce qu'elle a une maîtrise de cette voix. On dirait un petit oiseau, un petit rossignol, en fait, dans ce petit corps d'enfant, et puis elle est d'une grande beauté. Très vite, il va la faire rencontrer Daoud Hosni, qui est un autre grand compositeur du monde arabe, et c'est lui qui va lui donner son nom de scène, Esmahan, la sublime en persan. Esmahan, elle est sublime, elle a une attitude qui est très gracieuse sur scène, de très beaux traits, des lèvres en ourlet, des yeux bleus turquoise en amande, une certaine manière de se tenir. Elle a une belle prestance, elle est pleine de grâce, et elle va très vite conquérir le public pour son amour pour les chansons d'amour et de liberté. Et toujours un peu à l'image de son frère, elle a cette mélancolie qu'on ne peut lui enlever dans ses prestations. Elle va très vite se retrouver en concurrence avec l'astre de l'Orient de l'époque, Keltoum, sur un registre qui est complètement différent, puisque Keltoum c'est la puissance vocale incarnée, et puis elle est aussi issue d'une famille, son père est imam, donc très traditionnel, très rigoriste, très dans la réserve, dans la subtilité, tandis que Esmahan c'est tout l'opposé, elle se construit une image véritablement de femme fatale, de femme indépendante, sûre d'elle, très sensuelle. Elles sont complètement 2 opposés. Et puis elle a cette maîtrise d'une certaine gamme de notes. Elle peut jouer avec sa voix. Sa voix est très flexible. Elle peut atteindre des notes très aisément, alors que Keltoum est vraiment dans la puissance vocale, dans la prestation. Voilà, elles sont tout aussi talentueuses l'une que l'autre. Cependant, elles ont une image qui est très différente. Keltoum peut avoir ce côté un peu austère, plus engagé, tandis que Esmahan, c'est pas spécialement ce qu'elle veut chanter. Esmahan, elle chante l'amour, la liberté, et elle le chante avec une pointe de mélancolie. Très vite, son grand frère, dont je vous parlais tout à l'heure, Fouad, va vraiment s'opposer à cette image qu'elle est en train de se construire, qui va à l'encontre des valeurs traditionnelles druzes. Il va vouloir l'empêcher de briller, et pour la contenir, et lui aussi évidemment, il faut qu'il en retire un profit. Il va la marier à un cousin qui est lui-même dirigeant druze, un peu comme l'était son père, pour essayer de sceller des alliances et avoir aussi un pied dans le monde politique druze de l'époque. Donc il va marier Amal à Hassan El-Atrash. À défaut d'être un mariage d'amour, c'est un mariage arrangé, un mariage politique qui va donner naissance à une petite fille, Camilla.
mais le mariage ne va pas s'éterniser, le mariage ne va durer que seulement 4 ans. Amal ne pourra pas supporter elle qui ne chante que l'amour, de vivre une relation qu'elle n'aura pas choisie. Donc elle vivait avec son mari en Syrie, elle va chercher à retourner en Égypte, il va lui prendre sa fille, donc elle va retourner un peu déchirée en Égypte, mais retourner à ses amours. Elle va commencer à retravailler, continuer à retravailler son image de femme fatale, de femme constamment amoureuse, très belle, très... Et elle va en faire des jalouses, elle va retrouver son statut de rivale avec Keltoum qui est toujours sur un registre totalement différent, mais on ne va cesser de comparer. Et elle va chanter, et elle va enchaîner les amourettes futiles, les flirts sans lendemain, les soirées poker. Elle va reprendre la scène encore plus obstinée que jamais. Le cinéma en tout cas va lui tendre les bras parce qu'elle a le physique avantageux qui lui permet en tout cas de dépasser Keltoum sur cette scène artistique-là. Keltoum qui a des handicaps qui l'empêchent vraiment de s'épanouir dans le monde du cinéma. Et tandis que Keltoum chante très engagée pour son pays, elle chante vraiment des chants nationalistes pro-Égypte. Asmen va s'engager, n'est pas passionnée spécialement par les chants patriotiques. En revanche, elle va s'engager politiquement différemment, c'est-à-dire que les Britanniques vont la contacter et lui offrir la somme de 40 000 livres pour espionner et inciter son ex-mari dirigeant russe et de ne pas intervenir contre les Alliés lors de l'opération Exporter. Donc voilà le rôle que va devoir tenir Esmahen en tant qu'espionne pour les politiques britanniques. Elle va récolter des informations, les fournir au milieu britannique, sauf que certaines promesses ne sont pas tenues. Smahan est déçue et elle se voit approchée par les Allemands et elle va commencer à entrer dans un jeu d'espionne, enfin d'agent double en fait. Et là, elle va atteindre un seuil dans sa vie où elle va épouser une seconde personne, un second compositeur avec qui elle va finir par divorcer. Donc elle enchaîne un second divorce. Politiquement, elle se retrouve dans une situation délicate puisqu'elle joue un rôle d'agent double qui est très compliqué à tenir et qui est très risqué pour sa vie. Elle est confrontée à sa grande rivale Keltoum sur des registres différents, donc elle est dans un moment de sa vie où tout est très subtil et sa vie est clairement menacée. Elle va subir plusieurs tentatives d'assassinat, notamment une sur son propre balcon où 5 balles vont être tirées. En fait, le bruit, elle va avoir peur et elle va s'évanouir avant que les balles ne puissent la toucher. Mais pourtant, Esmahen va s'étendre en voiture avec une de ses amies, qu'elle va prendre la route et qu'elle va finir accidentée, noyée dans les eaux du Nil. Dans un accident de voiture pour lequel on n'a jamais pu trouver aucune information, on n'a jamais su vraiment qui était le commanditaire de s'il s'agissait véritablement d'un accident ou si c'était un meurtre précommandité, sachant qu'elle avait énormément d'ennemis. Elle va perdre la vie dans les eaux. Et ça nous rappelle une prédiction que lui a fait une voyante alors qu'elle avait 15 ans et qu'elle se baladait dans les rues du Caire et qui lui aurait dit « Tu as vu le jour sur l'eau, c'est par elle que tu périras. » Esmahen est décédée noyée dans les eaux du Nil alors qu'elle avait à peine 26 ans. Un peu plus de 10 ans après la prédiction de cette fameuse voyante dans les rues du Caire. Qui est-ce qui a commandité son assassinat? Est-ce que c'est Keltoum par jalousie? Est-ce que c'est les Britanniques? Les Allemands? Son frère? Pour son frère Fouad, pour qui son image de femme fatale libérée dérangeait inexorablement? On ne le saura jamais. Un ex-mari jaloux, un amant. Elle a tellement vécu une vie en fait pleine de faces très avant-gardistes, très féministes, très libératrices pour une époque qui était une époque, c'était dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, et on se demande aujourd'hui si Esmahen, qui est décédée très tôt, vraiment comme une étoile filante, aurait eu le succès que Keltoum a eu aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa vie pourrait inspirer énormément de livres, parce que sa vie est si inspirante, et on a l'impression que c'est sur un laps de temps très court qu'elle a vécu tout ça. Femme fatale, chanteuse, actrice, agent double, décès à 26 ans dans les eaux du Nil alors qu'elle est née dans une tempête. J'ai adoré travailler sur cet épisode-là parce que sa vie est extrêmement intéressante. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt.